Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le dernier épisode de notre petite série d'été sur le marxisme. Donc bon, on espère que ça vous a plu. Pour terminer, donc on va parler de la liberté. Donc un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde, hein. Donc quel est le rapport des marxistes avec la liberté? Je te laisse nous expliquer cela. Merci. Alors effectivement, c'est une question évidemment qui passionne tout le monde, d'autant plus que je dirais presque que le mot liberté dans notre ère libérale est mis à toutes les sauces et que ce n'est pas forcément en première analyse un mot libérateur. Aussi bizarre que ce soit, c'est plutôt un mot piège. Ce que je veux dire par là, c'est que la société capitaliste néolibérale nous parle toutes les 2 minutes de soyez vous-même, ou plutôt be yourself, hein, il faut le dire en globish, ou envy, enjoy, etc. etc. Donc la liberté, la liberté, la liberté. Et on ne l'a jamais si peu été libre que depuis qu'on nous somme de l'être en permanence. Soyez libre, ce qui est d'ailleurs, je le ferai remarquer au passage, une injonction contradictoire. C'est comme si on vous disait soyez naturel. Bon, ben, si on vous dit d'être naturel, c'est que vous ne l'êtes plus du coup, puisque c'est sur ordre. Hein. Enfin, on est dans une drôle de situation. Je conseille au passage, pour commencer en riant un petit peu, de revoir, si vous ne l'avez pas vu, un vieux film là, des Monty Python qui s'appelle Monty Python Sacré Graal. Il y a une scène cocasse au départ. On voit un personnage qui est né le même jour que Jésus, et les gens se sont trompés, du coup ils le suivent lui en croyant que c'est lui le Christ. Hein. Et donc ils suivent ce personnage, son nom m'échappe, et à un moment il en a marre d'avoir tous les croyants qui sont derrière lui, qui disent Seigneur, Seigneur, etc. Il monte sur un petit monticule et il s'adresse à eux et il leur dit mais enfin, cessez de me suivre comme ça. Et les gens qui le suivent disent on cesse de te suivre comme ça, Seigneur. Et il leur dit mais soyez donc vous-même, nous sommes nous-mêmes, Seigneur, etc. Bon, et je trouve que c'est une représentation du grotesque de la société dans laquelle nous sommes, quelque part. Donc, ayez ça en tête, et alors si vous voulez, je vous le donne au début pour une fois, avoir une référence théorique pour commencer tout ça, lisez Le capitalisme de la séduction de Michel Kouskar, un marxiste du XXe siècle, là, bon, qui montre bien comment le capitalisme actuel domine avec les mots de ses adversaires, en se présentant toujours comme la rébellion, comme l'insurrection, etc. Bon, on n'est pas solidaire de quelqu'un, on est son complice, etc. Il faut toujours faire comme si on était un petit peu à la marge, à côté, dissident, etc. etc. Hein, alors qu'en réalité, derrière tout ça se cache l'oppression. Alors, il faut ici, bien sûr, libérer le mot liberté, si l'on peut dire, quelque part. Hein. Et pour libérer le mot liberté, pour lui redonner un sens réellement émancipateur, il faut commencer effectivement ici par se dire que, bien souvent, ce mot est compris d'une façon totalement primitive, comme l'absence de contrainte. On est libre quand, quand il n'y a pas de loi. Hein. Voilà, quand on baguenote dans tous les sens, c'est qu'on est libre. Alors que si on observe quelque loi que ce soit, la liberté n'existe plus. Alors je ferai tout simplement observer que si c'était le cas, la liberté serait radicalement inaccessible. Pour la simple raison que n'importe quel scientifique, que ce soit un physicien, un chimiste, un biologiste, un astronome, un économiste et ainsi de suite, vous fera remarquer que la réalité est régie par des lois. Hein. Il y a la loi de la chute des corps, il y a la loi de l'attraction universelle, il y a la loi d'Ohm en électricité, enfin chacun pourra aller chercher celle qui lui fera plaisir, quelque part, mais la réalité est totalement régie par des lois, tout simplement parce que le monde n'est pas magique. Le monde n'est pas magique, et d'ailleurs, en un sens, tant mieux. Imaginez qu'il soit magique, ça voudrait dire que là, vous avez, j'ai à ma droite une chaise, par exemple, et dans la seconde qui suit, elle peut devenir un dinosaure. Hein. Non, il y a des lois. Comme disent les braves gens, les chiens ne font pas des chats, et ainsi de suite. Et on observe qu'il y a des déterminations dans la nature. C'est ce qu'étudie la science, et c'est sur quoi il faut au contraire nous appuyer. Alors, pour vous expliquer un petit peu quel rapport les marxistes ont à la liberté, je passerai par un petit détour. Il me semble qu'il est nécessaire de faire un petit détour et de ne pas parler directement des questions politiques. Les questions politiques, c'est la démocratie, bien sûr, et ce sont toutes les questions qui tournent autour de la liberté politique, de l'État, et ainsi de suite. Mais avant d'y arriver, il faut quand même qu'on fasse un peu de ménage dans notre tête,
qu'on fasse un peu la psychanalyse de toutes ces idées fausses, ces préjugés qui y sont installés et qu'il faut d'abord décortiquer un petit peu pour arriver à construire. Il faut d'abord démonter pour remonter, si l'on peut dire. Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que dans le domaine de la philosophie, bien souvent a prédominé une conception de la liberté qui est totalement métaphysique, qui est totalement idéaliste, qui est totalement même magique, et c'est la conception qui définit la liberté comme le libre arbitre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette liberté comme libre arbitre? Un peu de patience ici, il faut s'accrocher un petit peu. C'est tout simplement qu'il faut se reporter notamment au Moyen-Âge, il faut se reporter à une époque où dominaient de la tête et des épaules les conceptions religieuses, où on avait intérêt à être catholique, hein, sinon on était brûlé vif. Et donc effectivement, à cette époque, il fallait comprendre que chaque homme doit être tenu pour responsable de ce qu'il fait, et donc libre de ce qu'il fait, être le maître de ce qu'il fait, être celui qui a librement choisi ce qu'il a fait, sans quoi, quand il sera mort et qu'il sera jugé, son jugement ne pourra pas être juste, puisque ce ne sera pas lui qui aura fait ce qu'il a fait. Si par exemple, on ne considère pas qu'il a choisi librement de faire le mal, que par exemple Judas a librement dans sa tête décidé de trahir le Christ, et que donc c'est sa faute, c'est sa très grande faute, comme on dit à la messe, en latin, mea culpa, mea maxima culpa, on ne peut pas le punir. On ne peut pas punir. Si une pierre tombe et écrase une voiture, on ne va pas punir la pierre, parce que la pierre n'a pas choisi de tomber. Il faut que vous ayez choisi ce que vous faites. Et donc, quand vous faites le mal, ce soit vous qui l'ayez choisi. En réalité, regardez bien vos séries favorites, là, celles qui passent tous les soirs sur les chaînes de télé, etc. Enfin, presque toutes. Disons pas toutes. Mais vous avez toujours l'incarnation du mal. Il y a toujours un personnage quelque part qui est là, hein, en train de dire, de méditer plaisébos, et ainsi de suite, et de choisir délibérément le mal. Et alors après, on est très content de le voir se faire écrabouiller à la fin, en général, par Zorro qui arrive au moment opportun, ou par le bon flic, le bon gendarme, et ainsi de suite, puisqu'on est souvent dans cette idéologie-là. Et que suppose cette conception du libre arbitre? D'abord, elle suppose l'idée que nous avons une âme, c'est-à-dire que nous ne sommes pas déterminés par des processus matériels, comme l'est une pierre qui tombe. Une pierre qui tombe, c'est un corps, et on sait très bien qu'elle va tomber du côté de la pente, elle ne va pas s'envoler gracieusement dans les airs en faisant cuit-cuit. Hein. Par contre, nous avons une âme éternelle, et donc notre esprit est au-dessus de la matière. Et étant au-dessus de la matière, il peut, s'il lui chante, aller à droite plutôt qu'aller à gauche. Et même s'il y a 10 000 raisons de choisir d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite, c'est mon libre arbitre, je fais ce que je veux et je vais à droite. Et c'est comme ça qu'effectivement, étant comme ça le seul maître de moi-même, si je fais quelque chose de mal, je dois être ensuite puni impitoyablement. Et si c'est pas un enfer, c'est déjà sur terre avec quelques supplices et pourquoi pas la peine de mort. Et la deuxième croyance qui est derrière tout ça, c'est donc non seulement que l'âme est au-dessus de la matière, on dit en termes philosophiques transcendante, qu'elle est transcendante à la matière, mais qu'en plus, dans les phénomènes qui se déroulent sur Terre, les choses peuvent aller d'un côté comme elles peuvent aller de l'autre aussi bien. Autrement dit, que le monde est contingent, qu'il y a de la contingence en monde. Le mot contingent, ça veut dire que, étant donné une situation que vous avez d'abord décrite, la pierre va pouvoir monter ou va pouvoir descendre. Vous voyez bien que tout cela ne peut plus tellement tenir. À une époque comme la nôtre, qui est quand même une époque de développement des sciences et des techniques. Nous savons quand même bien que, pour finir, si vous voulez, les actes ont des motivations. Et que si on va plutôt d'un côté que de l'autre, c'est pas tout à fait par hasard. Et que, s'il y a davantage, disons, de gens qui peuvent avoir de gros problèmes psychiatriques dans le développement de leur existence, ça peut être lié à des conditions extrêmement dures qu'ils ont peut-être vécues lorsqu'ils étaient petits, dans des conditions données, que évidemment on ne se développe pas exactement de la même façon quand on est dans la misère noire, quand on est dans des conditions terribles, quand on n'a pas d'instruction, et ainsi de suite, que quand ce n'est pas le cas. Bref, que les conditions, que les déterminations jouent un rôle. Premier élément important. Et nous savons bien par ailleurs, parce qu'aujourd'hui quand même on a un peu développé les sciences cognitives, c'est-à-dire celles du cerveau, celles de la pensée, en quelque sorte, pour le dire vite, que là aussi, notre pensée n'est pas au-dessus de notre corps. Elle ne flotte pas
au-dessus de notre tête, en quelque sorte. Et que tout le monde le voit bien quand quelqu'un fait un AVC et que donc son cerveau ne marche plus. Du côté de la pensée, ça peut avoir des conséquences graves si on n'arrive pas à y remédier, et ainsi de suite. Bref, il y a des causes, il y a des effets, il y a des lois scientifiques, il y a ce qu'on appelle des déterminations, et si on les prend toutes ensemble, ça s'appelle le déterminisme. Toutes ces choses-là. Et le rôle de la science, c'est de comprendre ça. C'est pour cela qu'en fait, les philosophes les plus progressistes de l'histoire, ceux qui voulaient réellement développer la liberté humaine, non pas ceux qui voulaient faire croire aux hommes qu'ils étaient déjà libres parce qu'ils avaient une âme, parce que le monde était complètement magico-contingent, etc., les philosophes rationalistes, ceux qui se sont appuyés sur la raison, ont dit non, 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 la liberté, c'est pas le libre arbitre. Le plus important d'entre eux, c'est un philosophe hollandais du XVIIe siècle, à mes yeux tout au moins, qui s'appelle Baruch Spinoza. Spinoza, ça vaut le coup d'être lu. C'est un philosophe difficile à lire, mais bon, le jeu vaut la chandelle. C'est comme quand vous montez sur une montagne, et si elle est très importante, évidemment c'est plus dur de gravir la montagne, mais quand vous êtes en haut, vous voyez plus de paysages si vous êtes en haut du Mont Blanc que si vous êtes en haut du terril de Los Angeles à côté de chez moi, si vous voulez. J'aime bien le terril de Los Angeles, mais c'est pas la question. Donc lisez Spinoza. Et Spinoza nous explique qu'effectivement, la réalité est déterminée, et que l'être humain lui-même est déterminé, et qu'il doit y avoir une science des hommes, comme il y a une science du corps, de la biologie, de la mécanique, etc., etc. Il dit l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est pas un État dans l'État. Autrement dit, l'homme ne fait pas exception dans la nature. Lui aussi, il est un produit de la nature, et on ajouterait à notre époque un produit de l'histoire, un produit de la société. Ce que Spinoza ne disait pas là, exactement, en tout cas comme ça, à son époque. Voilà, alors à partir de là, est-ce que c'est fini pour la liberté? Est-ce que nous sommes des robots, comme disaient mes élèves quand j'en avais en face de moi? Alors monsieur, on est des robots. Ben non, on n'est pas des robots, on est simplement déterminés. Mais si on connaît les déterminations de notre comportement, c'est là qu'on peut agir dessus. Et c'est là qu'on peut gagner en liberté. Et c'est là que Spinoza va, par exemple, insister sur le fait qu'il faut donc développer la raison. Il faut développer la science. Il faut développer l'intelligence. Et si on développe tout cela, par exemple, si on connaît les motivations profondes qui sont les nôtres, si on a fait un retour sur soi, si par exemple, pourquoi pas, on a un peu étudié les conditions dans lesquelles on s'est développé quand on était enfant, ou des choses de ce genre, ou comment la société nous a formés, ou pourquoi, effectivement, on n'a pas les mêmes relations à la musique, à la peinture, et ainsi de suite, selon qu'on est né dans un pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe, ou je ne sais trop quoi, et du coup, on peut intervenir dessus, intervenir savamment, intervenir de façon instruite dessus. On peut développer les techniques, et à ce moment-là, on est capable, effectivement, d'avoir plus de puissance sur la réalité. Ce qui compte, au final, c'est de savoir si je suis, en quelque sorte, agi par les choses, ou si c'est moi qui agis sur elles. Autrement dit, qui a le pouvoir, qui tient le manche. Et je tiens davantage le manche, en réalité, si je sais comment marche la réalité, et si je sais comment je peux agir sur elle. C'est la phrase très, très belle, très dialectique, très matérialiste. Vous savez, le matérialisme dialectique, ce n'est pas une invention de Marx. Marx et Engels l'ont formalisé, l'ont en quelque sorte rendu bien cohérent. Mais bien évidemment, on a pensé en termes dialectiques et matérialistes avant eux. Et notamment, c'est une phrase d'un Anglais qui s'appelait Francis Bacon, comme le bacon, B-A-C-O-N, et qu'il disait, phrase très dialectique, « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Et il ajoutait, « Ce qui est cause dans la théorie devient moyen dans la pratique ». C'est-à-dire que quand vous savez comment fonctionne un phénomène naturel, par exemple, je parlais tout à l'heure de la loi d'Ohm en électricité, eh bien, ça vous aide ensuite, effectivement, à faire vos câblages. Et quand vous êtes, je ne sais pas moi, capable, effectivement, dans le domaine des sciences de l'homme, effectivement, de savoir comment marche la société capitaliste, et c'est ce qu'a fait Marx dans le Capital, ça vous aide à la transformer. Si vous ne le savez pas, vous êtes ballotté comme un esquif, comme un bouchon sur l'eau. Prenons l'exemple des matelots, prenons l'exemple des gens qui gouvernent un voilier, par exemple. Bon, ils ne décident pas des vents, ils ne décident pas des courants. Les courants, ils sont comme ils sont. Les vents, ils sont comme ils sont. Il faut faire avec, mais il faut d'abord les étudier. On va regarder les faveurs, les rubans dans les haubans, mais enfin, c'est ce qu'on faisait à mon époque. Maintenant, je pense qu'on a des moyens plus développés. Mais donc, et puis on va voir que, bon, voilà, le vent vient de telle et telle façon, les courants viennent de telle et telle façon.
On va donc disposer les voiles d'une certaine manière, le gouvernail d'une certaine manière, et pour finir, on va arriver au port. Alors que si on ne le sait pas, on peut toujours se dire je suis libre, je choisis ce que je veux, je fais ce que je veux, eh ben, on va se noyer. Voilà tout simplement la réalité, on n'est pas libre quand on se noie. Alors sur le plan politique maintenant, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Parce que c'est quand même ça qui au fond nous intéresse en tant que marxistes. D'abord la première des choses, c'est qu'il faut étudier la science de l'histoire, ce que Marx et Engels appellent la science de l'histoire, et pour cela ils ont formé l'approche qu'on appelle le matérialisme historique. Étudions les modes de production de notre société, par exemple la société dans laquelle nous sommes, étudions quelles sont les forces productives qui sont les siennes. Sur quoi se fonde la société moderne pour produire les objets dont nous servons pour finalement satisfaire nos besoins. Et quels sont les rapports de production? Qui les possède, ces moyens de production? Est-ce que ce sont les travailleurs? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les capitalistes, par hasard? Et derrière les banques, et qu'est-ce qu'il y a derrière les banques, et ainsi de suite. Étudions les mécanismes dans lesquels nous sommes, parce que si nous ne les comprenons pas, eh bien nous sommes comme le bouchon dont je parlais tout à l'heure qui flotte à la surface de l'océan, nous sommes ballottés dans tous les sens, et nous disons ça se passe mal, c'est la faute aux Arabes. Ça se passe mal, c'est parce que, je ne sais pas, il y a des complots quelque part qui se mettent en place pour que les gens soient malheureux, et ainsi de suite. Non, il y a des lois de développement du capitalisme, et il faut les connaître pour pouvoir les dépasser, les combattre et les remplacer par quelque chose de plus humain, effectivement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bon, c'est effectivement, plus globalement, la défense des Lumières. Parce qu'à notre époque, effectivement, se développent plutôt des courants intégristes, des courants fascistes, des courants obscurantistes, parce que tout simplement, ça sert le grand capital qui n'a plus rien à proposer d'humain à l'humanité. On est dans une société qui ne sait pas où elle va, qui est en réalité dirigée par le tout profit, par le profit maximal, et qui donc n'a pas d'idéaux, n'a pas de but à proposer à l'être humain. Bon, alors à partir de là, développons les Lumières, comme ça on y verra un petit peu plus clair, on ne se laissera pas enténébrer, en quelque sorte. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, évidemment, quand même, c'est facile à comprendre d'une certaine façon, c'est de saisir que, fondamentalement, le communisme est une affaire de liberté. Le but fondamental du communisme, c'est la liberté commune, c'est la liberté commune à tous les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une société esclavagiste, dans une société féodale, dans une société capitaliste, on ne sait pas où on va. Et ce ne sont pas les hommes qui dirigent. Même les capitalistes ne dirigent pas le capitalisme. C'est le capitalisme qui dirige les capitalistes. Dans une société féodale, les sociétés, les ducs, les princes et ainsi de suite, en définitive, étaient souvent les jouets des relations dynastiques et ainsi de suite, mais ils ne les comprenaient pas eux-mêmes. Dans une société socialiste, qu'est-ce qui se passe? Le point de départ de la société socialiste, c'est quand même que, premièrement, la classe dominante devient la classe des travailleurs, c'est-à-dire la classe majoritaire, et donc c'est la vraie démocratie. La dictature du prolétariat est la vraie démocratie, puisque c'est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir de la majorité, pas de la minorité. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par la minorité, sous des apparences démocratiques. Mais ce sont des apparences. Deuxièmement, une société socialiste est une société dans laquelle les moyens de production, les grandes usines, les infrastructures, les autoroutes, les chemins de fer, les satellites, Internet et ainsi de suite, sont aux mains non pas des grands capitalistes, dont on parle toute la journée. Allez, si on veut donner des noms, j'aime pas ça, mais enfin bon, style Elon Musk, style Bill Gates ou style Bernard Arnault, pour donner un français, et ainsi de suite, tiennent les manettes. C'est une société dans laquelle, effectivement, comme les moyens de production appartiennent au peuple, eh bien, les travailleurs peuvent diriger, peuvent planifier. Et on est plus libre quand on planifie que quand on ne planifie pas, parce que quand on planifie, on a décidé où on allait. On a fixé le cap. Et donc, du coup, on a arrangé les voiles, d'une certaine façon. Si on ne fait pas ça, c'est le vent qui dirige. C'est le vent qui dirige le bateau. C'est pas le capitaine. En fait, en gros, le socialisme, c'est de faire en sorte que les hommes deviennent collectivement les capitaines du bateau. Alors, bon, pour terminer, les marxistes vous invitent à la mutinerie, à devenir les maîtres du bateau, et donc à en faire en sorte que le contenu des cales et le cap fixé, c'est-à-dire le bonheur commun, le soit par les marins, puisque c'est eux qui se noient si le bateau est mal dirigé. Que les conseilleurs soient enfin que les payeurs plutôt,
que les payeurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent, soient enfin les conseilleurs. Voilà, c'est ça un peu, si je résume, la conception marxiste, me semble-t-il, de la liberté. Alors merci beaucoup. Est-ce que tu as des conseils d'ouvrage sur ce sujet? Oui, alors, bon, il y a des textes classiques, effectivement, donc j'ai parlé tout à l'heure de... Kluskar, c'est pas un classique, mais bon, il le deviendra peut-être. C'est un homme donc, du XXe siècle, donc ça s'appelle Le capitalisme de la séduction. Vous avez donc les grands textes de Spinoza, hein, bon, Spinoza notamment. Ce que je pourrais conseiller, c'est un peu difficile, mais bon, lisez les lettres de Spinoza, tiens, par exemple. C'est peut-être ce qui est le plus facile pour une première lecture. Et ensuite, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, grand auteur sur la question de la liberté, en particulier son texte Le contrat social. Au moins le livre 1 du contrat social. Ça a fait, je sais pas combien, vu le nez, je dirais 30 pages, peut-être quelque chose comme ça, c'est pas la mer à boire. Et enfin, bien sûr, les textes marxistes. Le principal texte marxiste que je puisse conseiller, c'est... alors, pour la conception philosophique d'ensemble de la liberté, c'est Engels, l'anti-Düring. Dans un texte qui s'appelle Anti, trait d'union, Düring, Düring c'est quelqu'un qui critique, hein, eh bien il y a tout un passage qui développe ce que c'est que la liberté pour les marxistes. Ça c'est très général. Et enfin un texte de Lénine qui s'appelle L'État et la Révolution. Dans L'État et la Révolution, on a un développement complet, me semble-t-il, sur la conception marxiste de la liberté et de la démocratie. Si on veut un peu compléter, peut-être aussi une réflexion plus tardive, celle de Lukács. Lukács est un philosophe communiste hongrois, et donc un texte qui s'appelle Socialisme et démocratisation, qui ne conclut pas sur bien des sujets, mais qui ouvre la discussion, et après tout, bon, nous sommes entre hommes libres, donc nous cherchons ensemble les solutions. Elles ne sont pas toutes écrites d'avance, et là, il y a une vraie réflexion, y compris sur les problèmes qui ont pu se poser dans le cadre de l'édification du socialisme, et comment, bon, aller plus loin lorsque nous ferons la deuxième expérience mondiale de construction d'une société socialiste. Ah, on l'espère en tout cas. Parfait. Ben, Georges, je te remercie pour cette petite série de vidéos introductives au marxisme. On espère que ça vous a plu. Donc l'été touche à sa fin. À partir du mois de septembre, donc on reprendra, enfin, les cafés marxistes reprendront donc une fois par mois au café Le Spoutnik à Paris. Donc avec des conférences diverses et variées. On vous donnera bientôt le programme de l'année. Et par ailleurs, on a pas mal d'autres projets en tête. Vous aurez d'autres entretiens, éventuellement des débats si on arrive à organiser tout ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis à suivre toute l'activité de cette chaîne. Merci pour votre attention et à très bientôt.